Imagine que tu retires, au beau milieu de la nuit, une carte mémoire d'une caméra de surveillance installée quelque part dans la nature sauvage du Texas. Tu t'attends à voir les mêmes images que d'habitude. De la poussière, des buissons, peut-être quelques sangliers errants qui passent devant l'objectif. Rien d'extraordinaire. Et puis, soudain, tu tombes sur quelque chose que personne dans ton équipe n'arrive à expliquer. Quelque chose qui ne modifie pas seulement un enregistrement, mais tout un conflit. Si tu aimes les histoires où tout change complètement entre le début et la fin, alors reste bien jusqu'au bout. Et si ces vérités cachées, issues de la nature, de la recherche et d'images réelles te fascinent, abonne-toi avant qu'on continue. Parce que ce qui a été filmé dans le comté de Blanco ressemblait d'abord à une nuit ordinaire dans un état qui lutte contre le pire problème de sanglier des États-Unis. Mais ces images avaient le potentiel de tout bouleverser. Au Texas, les porcs sauvages causent des dégâts colossaux depuis des années. Chaque année, des milliards sont perdus dans l'agriculture. Les champs sont retournés, les conduites détruites, les clôtures arrachées. Et au matin, certaines zones donnent l'impression qu'une petite armée est passée par là. C'est précisément pour cette raison que des opérations de contrôle sont constamment mises en place. Des caméras sont installées, des pièges vérifiés, les mouvements analysés. L'enregistrement du comté de Blanco n'était censé être qu'un fichier infrarouge parmi des milliers examinés chaque année. Personne ne s'attendait à y découvrir quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie connue, ni un appareil défectueux, ni un nouveau trajet de groupe, ni une erreur technique, mais quelque chose de si inattendu que plusieurs experts ont dû revoir les images encore et encore avant même d'oser dire ce qu'ils pensaient avoir vu. Car ces animaux ne sont pas seulement gênants. Les porcs sauvages font partie des espèces invasives les plus destructrices du pays. Ils retournent les pâturages, détruisent les cultures, endommagent les systèmes d'irrigation et anéantissent en quelques heures le travail de plusieurs mois. Pourtant, ce que montraient ces images ne posait pas seulement la question de comment lutter contre eux, mais si la réponse n'avait pas été cherchée au mauvais endroit depuis le début. Et c'est exactement là que l'histoire commence vraiment. L'origine de cette invasion remonte à plusieurs siècles. Dès le XVIe siècle, des explorateurs espagnols ont introduit des cochons domestiques le long de la côte du Golfe. L'idée était simple, relâcher des animaux, puis revenir plus tard les récupérer comme réserve de nourriture vivante. Sur le papier, cela semblait pratique. Dans la réalité, ces cochons ont disparu dans les forêts, les marécages, et les broussailles se reproduisant sans contrôle réel. Quand on a compris ce qui se passait, il était déjà trop tard. Quelques animaux relâchés étaient devenus une population en expansion sur d'immenses territoires. Ces cochons n'ont jamais fait partie naturellement de l'écosystème nord-américain. Ils venaient d'ailleurs, se sont adaptés et sont devenus de plus en plus difficiles à contrôler à chaque génération. Puis une seconde évolution a aggravé la situation. Au début du XXe siècle, de riches passionnés de chasse ont importé des sangliers eurasiens aux États-Unis. Ces animaux n'étaient pas de simples bêtes domestiques. Ils étaient robustes, agressifs, vigilants et parfaitement adaptés à des conditions difficiles. Et comme souvent, ils se sont échappés. En se croisant avec les porcs déjà présents à l'état sauvage, ils ont donné naissance à une nouvelle forme encore plus problématique, plus forte, plus intelligente, plus adaptable et plus destructrice. Une seule femelle peut avoir plusieurs portées, chacune pouvant être nombreuse. C'est ce qui rend leur gestion si frustrante. À peine pense-t-on avoir réduit un groupe qu'une nouvelle génération apparaît déjà. Aujourd'hui, on estime qu'il y a des millions de porcs sauvages aux États-Unis et le Texas en abrite la plus grande part. Presque chaque comté est concerné. Ce n'est plus seulement un problème de faune sauvage, c'est une véritable occupation du territoire. Ces animaux sont incroyablement résistants. Ils peuvent courir vite, sauter haut et possèdent une peau épaisse qui les protège. Leurs défenses sont longues et tranchantes, et s'en approcher peut être dangereux. Beaucoup les voient comme des créatures agressives et sales, et souhaitent simplement qu'elles disparaissent. Mais c'est précisément le problème. Elles ne disparaissent pas si facilement. Une biologiste spécialisée, Sarah Vance, qui étudie leur déplacement depuis plus d'une décennie, a un jour décrit leur comportement d'une manière si marquante que toute la pièce est devenue silencieuse. Elle expliquait qu'un animal blessé ou manqué ne se contente pas de fuir et d'oublier. Il mémorise l'endroit, l'odeur, la méthode. Il évite cette zone pendant des mois, parfois une année entière. On ne chasse pas vraiment ces animaux, ils apprennent de nous. Cette affirmation peut sembler exagérée, mais elle correspond étrangement au témoignage de nombreux éleveurs. Les dégâts qu'ils causent ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi dangereux. Sur une base aérienne au Texas central, ils ont envahi une piste au lever du jour, forçant des pilotes à annuler des vols. Dans des villes
comme Irving, ils ont détruit des pelouses, des terrains de golf et même des infrastructures souterraines. Des attaques contre des humains ont été signalées. En zone rurale, une seule nuit suffit parfois pour détruire des champs entiers. Un agriculteur peut perdre en quelques heures ce pourquoi il a travaillé des mois. Les chercheurs ont tenté à plusieurs reprises de quantifier le problème. Rien qu'au Texas, les pertes annuelles se chiffrent en centaines de millions de dollars. À l'échelle nationale, cela atteint des milliards. Et pourtant, la population continue de croître. C'est là que la frustration commence. Pendant des décennies, on pensait connaître la solution. Piéger, tirer, repousser. Mais rien de tout cela ne fonctionnait sur le long terme. Un éleveur possédant des centaines d'hectares a vu plusieurs de ses champs détruits en une seule nuit. Clôtures hachées, arrachées, installations détruites, terrains ravagés. Il a installé des pièges, utilisé des appâts, engagé des spécialistes, fait appel à des chiens. Les animaux ont disparu, puis sont revenus quelques jours plus tard. Plus prudents, plus intelligents, plus difficiles à trouver. Des chercheurs expérimentés comme Bruce Luland ont observé ce schéma encore et encore. Dans ses rapports, ils le résumaient simplement. Les méthodes actuelles ne suffisent pas. On réduit une partie de la population, mais les survivants se reproduisent rapidement et compensent les pertes. Chaque cycle recommence presque à zéro. Même l'utilisation d'hélicoptères n'a pas changé la situation de manière durable. On pouvait couvrir de vastes zones et éliminer de nombreux animaux. Mais à long terme, l'équilibre restait le même. Les chiffres ne diminuaient pas. Parfois, ils augmentaient même. Car pendant qu'un groupe était éliminé, d'autres arrivaient. Le territoire se remplissait plus vite qu'il ne pouvait être vidé. Pire encore, une vérité difficile à admettre est apparue. Certaines de ces méthodes aggravaient le problème. Lorsque les animaux sont dérangés, ils se dispersent. Ils colonisent de nouvelles zones. Ainsi, chaque intervention pouvait involontairement créer de nouveaux foyers. Avec le temps, les coûts ont explosé. Des millions ont été investis sans solution durable. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose de discret, sans planification, sans intervention humaine. Quelque chose venu directement de la nature. Les caméras ont fini par révéler quelque chose d'étrange. Pas une erreur, pas un hasard, pas un nouveau comportement des porcs, mais quelque chose de totalement différent. Une scène nocturne banale, 2 heures du matin, une lumière infrarouge verdâtre, un mouvement dans l'herbe. Mais cette fois, ce n'était pas un groupe de sangliers, c'était autre chose. Plus petit, plus discret, plus précis. Les chercheurs ont regardé les images plusieurs fois, encore et encore, jusqu'à être certains de ce qu'ils voyaient, et ce qu'ils ont compris a tout changé. Quelques années auparavant déjà, des équipes de terrain avaient remarqué quelque chose d'étrange dans les collines texanes. Des nids de sangliers, de simples creux tapissés de broussailles où les marcassins sont cachés et protégés, apparaissaient soudainement éventrés, entièrement fouillés, vides, aucun signe de piège, aucune trace d'intervention humaine, seulement de la terre retournée et un silence troublant. Et ce phénomène ne s'est pas produit une seule fois, il s'est répété. Quand Michael Bodenchuk a inspecté l'un de ces nids, un détail l'a forcé à s'arrêter net. Les empreintes dans le sol ne correspondaient pas aux suspects habituels. Pas de larges traces de pattes, pas de griffes profondes laissées par un grand prédateur. À la place, il y avait de petites empreintes compactes, régulières, nettes. Il les a reconnues immédiatement. Et pourtant, il a d'abord refusé d'y croire. Des coyotes. Pris seul, un coyote représente peu de menaces pour un sanglier adulte. Le rapport de force est évident. Mais les vidéos racontaient une histoire différente. Sur les enregistrements, plusieurs coyotes se déplaçaient sur le terrain, pas dans le désordre, pas au hasard. Leurs mouvements paraissaient coordonnés. L'un s'approchait du nid par un angle où le vent emportait son odeur. 2 autres se déplaçaient sur les côtés, presque en même temps, comme s'ils ajustaient leur position. Cela ne ressemblait pas à de l'improvisation, cela ressemblait à une stratégie. Puis, un détail a fait basculer l'interprétation. Au moment précis où la mer était brièvement distraite, les coyotes ont saisi leur chance. L'un restait en retrait, vigilant. Un autre s'est avancé. Ensuite, tout s'est joué en une fraction de seconde. Un mouvement rapide, une saisie ciblée. Et quelques secondes plus tard, le calme. Pas de longue lutte, pas de chaos spectaculaire. Juste une action brève, précise, efficace. À elle seule, cette scène aurait peut-être pu être considérée comme un cas isolé. Mais d'autres données ont commencé à confirmer le même schéma. Dans des études dirigées par Justin French, on a retrouvé, chez une part notable des coyotes analysés, des restes de jeunes porcelets sauvages. D'autres relevés d'indices dans plusieurs États allaient dans le même sens. Ce n'était pas une anomalie, c'était un comportement récurrent. Mais le point le plus important n'était pas seulement que les coyotes consommaient des marcassins. C'était la manière dont ils le faisaient. Ils n'attaquaient pas les adultes. Ils visaient la génération suivante. Le point précis du cycle de vie qui détermine l'ampleur future de la population.
Des chercheurs ont décrit ce comportement comme une forme de prédation ciblée à faible risque. Au lieu de s'engager dans des affrontements dangereux, les coyotes profitaient d'instants de vulnérabilité. Ils utilisaient la distraction, la confusion et la vitesse. Tout semblait optimisé pour l'efficacité. Ce qui était encore plus remarquable, c'est que ce comportement paraissait gagner en fréquence dans certaines régions. Les pertes de marcassins devenaient plus courantes précisément là où les populations de coyotes restaient stables. Sans intervention humaine supplémentaire, sans nouveaux programmes, sans technologie révolutionnaire, un équilibre commençait à se modifier légèrement, mais de façon mesurable. Cela a conduit à une question que presque personne ne s'était vraiment posée auparavant. Et si la solution ne dépendait pas uniquement de l'action humaine? Et si une partie de la réponse existait déjà à l'intérieur du système, simplement ignorée ou pire, affaiblie? Cette hypothèse est devenue encore plus dérangeante lorsqu'on a examiné une autre évolution. Dans plusieurs régions, les coyotes avaient été réduits pendant des années, parfois avec des primes versées pour chaque animal abattu. Et le résultat était visible dans les chiffres. Là où les populations de coyotes avaient chuté, les populations de porcs sauvages avaient nettement augmenté. Pour beaucoup de responsables, cette idée a eu l'effet d'un choc. Elle suggérait qu'on avait peut-être affaibli exactement le facteur naturel qui exerçait une pression réelle sur le problème. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Car si cela est vrai, alors la lutte contre les porcs sauvages n'a pas seulement été mal orientée. Dans certains cas, elle a aussi été menée contre sa propre solution. Cette conclusion a frappé de plein fouet ceux qui étudiaient le problème depuis des années. Car cela ne voulait pas simplement dire que les méthodes utilisées jusque-là étaient insuffisantes. Cela voulait dire que, dans certains cas, elles produisaient exactement l'effet inverse de celui recherché. Pendant que des sommes énormes étaient investies dans les pièges, les tirs et les opérations massives, on réduisait simultanément un adversaire naturel qui, discrètement et sans coup, intervenait précisément là où cela comptait le plus, au niveau de la génération suivante. Entre 2017 et 2020, plusieurs régions ont mis en place des primes pour encourager la chasse aux coyotes. Comme on pouvait s'y attendre, les chasseurs ont répondu et les effectifs ont nettement baissé. Dans un comté texan, la population de coyotes a diminué de plus de moitié. Mais dans les années qui ont suivi, le nombre de porcs sauvages a explosé. Les données laissaient peu de place à l'interprétation. Quand Michael Bodenchuk a analysé ces chiffres, il est revenu encore et encore à la même conclusion. Peu importe le nombre de vérifications, le résultat restait identique. On avait utilisé des ressources pour retirer l'un des rares éléments qui exerçait un effet mesurable. C'était comme retirer le seul engrenage fonctionnel d'une machine, puis se demander pourquoi tout se dérègle. Cette prise de conscience a changé la manière de regarder l'ensemble du problème. Pour la première fois, l'idée a été sérieusement envisagée qu'il ne fallait pas seulement lutter contre les porcs sauvages, mais aussi travailler avec les mécanismes déjà présents dans l'écosystème. Au lieu de miser uniquement sur des méthodes agressives ou techniques, on a commencé à réfléchir à des stratégies hybrides. Au Texas, cela a mené au développement de nouveaux concepts. Des pièges modernes ont été conçus pour faire bien plus que de simples cages. Ils sont équipés de caméras, transmettent des images en direct et peuvent être déclenchés à distance. Le propriétaire d'un terrain peut voir sur un écran quand un groupe entier se trouve à l'intérieur et n'activer le mécanisme qu'à ce moment-là. Cela évite que quelques animaux s'échappent, apprennent à reconnaître le danger et transmettent ensuite cette méfiance au reste du groupe. En parallèle, un facteur essentiel a été mieux compris, la patience. Certains éleveurs laissent volontairement ces pièges ouverts pendant un certain temps, afin que les animaux s'y habituent. Ils entrent et sortent plusieurs fois sans percevoir de menace. Puis, seulement lorsqu'un grand nombre d'entre eux se trouvent simultanément à l'intérieur, l'ouverture est refermée. De cette manière, on limite les survivants capables d'apprendre et de transmettre l'expérience. Les interventions aériennes continuent aussi d'être utilisées, mais de manière plus ciblée et mieux coordonnée avec les opérations au sol. De grandes surfaces peuvent ainsi être couvertes rapidement, tandis que d'autres méthodes prennent le relais. En plus de cela, des systèmes d'alimentation sélectifs sont testés, conçus pour n'être ouverts que par les porcs sauvages afin de protéger les autres espèces. Mais toutes ces mesures reposent désormais sur une même compréhension. Elles ne remplacent pas ce qui existe déjà. Aucun système technique ne fonctionne sans interruption, quelle que soit la météo, la topographie ou la disponibilité humaine. Aucune intervention ne peut être présente chaque nuit, chaque heure, dans chaque recoin du territoire. Et c'est là que le coyote redevient central. Ce que ces animaux accomplissent se déroule en continu, sans pause. Ils n'attaquent pas au hasard. Ils visent précisément le point qui détermine la taille future de la population. Ils réduisent la génération montante avant qu'elle ne devienne elle-même une nouvelle force de destruction.
Dans certaines régions où l'on a commencé à tenir compte consciemment de cette dynamique, les premiers changements ont été observés. Les dégâts ont diminué. Les effectifs se sont parfois stabilisés, au moins partiellement. Ce n'était pas une victoire soudaine, pas une disparition miraculeuse des porcs sauvages, mais c'était un signe clair qu'un équilibre pouvait se déplacer quand on cessait de combattre chaque processus naturel au lieu de le comprendre. Cette évolution n'est pas passée inaperçue ailleurs dans le monde. Dans plusieurs pays confrontés à des problèmes similaires avec des espèces envahissantes, les chercheurs observent désormais avec attention ce qui se passe au Texas. Car le principe de base dépasse largement le cas des sangliers. Un système complexe peut rarement être contrôlé uniquement par des interventions extérieures, surtout si ces mécanismes internes sont ignorés. Et c'est précisément là que l'histoire rejoint à nouveau l'enregistrement initial du comté de Blanco. Les responsables n'ont pas changé leur stratégie à cause d'une théorie abstraite ou d'une nouvelle réglementation. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Une interaction discrète, presque invisible, mais dont les conséquences étaient bien réelles. Ce que montrait la caméra n'était pas un affrontement spectaculaire, ni une scène dramatique digne d'un documentaire. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil, et peut-être pour cette raison encore plus important, un processus silencieux, déjà en cours, pendant que les humains tentaient de résoudre le problème avec des moyens de plus en plus lourds. Et peut-être que c'est là la leçon la plus importante de toute cette histoire. Les solutions ne sont pas toujours bruyantes, visibles ou coûteuses. Parfois, elles existent déjà, cachées, sous-estimées, juste devant nous. Si l'on prend du recul, toute cette histoire ressemble presque à un paradoxe. Pendant des décennies, des efforts toujours plus importants ont été déployés pour contrôler un problème qui résistait à toutes les solutions directes. Plus d'argent, plus de technologie, plus d'opérations. Et pourtant, le résultat restait le même. Des succès temporaires suivis de nouveaux échecs. Et pendant que tout cela se déroulait, un autre processus continuait en arrière-plan, sans budget, sans planification, mais avec un effet réel. L'enregistrement du comté de Blanco a été décisif parce qu'il a rendu ce processus visible. Pas sous forme de théorie, ni de courbes statistiques, mais comme un moment concret. Un fragment de nuit qui montrait que quelque chose avait changé, qu'un animal longtemps considéré comme secondaire s'était adapté et avait commencé à combler un vide qu'aucune intervention humaine ne parvenait à remplir. Sarah Vance l'a formulé plus tard de manière assez claire. Ces animaux ne sont pas simplement une partie de la stratégie. D'une certaine manière, ils en constituent la base. Tout ce que les humains peuvent faire vient s'ajouter à ce qui existe déjà. Renforcer, orienter, compléter, mais pas remplacer ce qui se produit en permanence dans le système lui-même. Et cela change tout. Le combat contre les porcs sauvages ne va pas disparaître. Il y aura toujours des opérations, des technologies, des recherches, des investissements. Mais la manière de penser ce combat a évolué. On est passé de l'idée de tout contrôler à celle de travailler avec les processus déjà en place. Si tu repenses à la première scène, la nuit noire, le mouvement discret dans l'herbe, l'image banale sur une carte mémoire, tu comprends pourquoi cet enregistrement a eu un tel impact. Il ne montrait pas une victoire éclatante. Il montrait quelque chose de plus important, un indice, un aperçu de la manière dont les équilibres naturels peuvent évoluer lorsqu'on les laisse faire. Et peut-être que c'est justement là que cette histoire dépasse le cadre des sangliers et des coyotes. Elle touche à quelque chose de plus universel, à la façon dont nous abordons les problèmes en général. Combien de fois cherchons-nous des solutions entièrement nouvelles alors qu'une partie de la réponse existe déjà? Combien de fois intervenons-nous sans comprendre toutes les conséquences? Et combien de fois prenons-nous réellement le temps d'observer ce qui se passe sans nous? Avant de passer à autre chose, pose-toi une question simple. Combien de problèmes considérons-nous comme insolubles, simplement parce que nous répétons toujours la même approche? C'est ce qui rend cette histoire si particulière. Ce n'est pas une nouvelle invention, ni une technologie révolutionnaire. C'est le résultat d'une observation attentive. Quelqu'un a remarqué un détail que tout le monde avait ignoré. Et c'est souvent ainsi que les plus grands changements commencent. Pas avec du bruit, pas avec des annonces spectaculaires, mais avec une observation discrète, un moment capturé par une caméra, un comportement inattendu, une trace dans le sol qui ne correspond pas au schéma habituel. Et soudain, tout commence à évoluer. Ce qui s'est produit au Texas montre à quel point ces systèmes sont complexes. On ne peut pas isoler un problème et espérer qu'une seule action suffira à le résoudre durablement. Chaque intervention a des conséquences, certaines visibles, beaucoup invisibles. Et parfois, nous renforçons exactement ce que nous cherchons à éliminer. L'idée qu'un animal comme le coyote, souvent ignoré, souvent chassé, puisse jouer un rôle clé
peut sembler contre-intuitive au premier abord. Mais ce sont précisément ces contradictions qui ouvrent de nouvelles perspectives. Elles nous obligent à remettre en question nos certitudes. Elles montrent que contrôler ne signifie pas toujours tout diriger. Peut-être que la véritable force ne réside pas dans l'intervention constante, mais dans la capacité à comprendre quand ne pas intervenir, quand laisser de l'espace, quand observer au lieu d'agir immédiatement. Car c'est souvent là que naissent les solutions les plus durables. Et c'est exactement ce que cet enregistrement nous rappelle. La nature n'est pas passive. Elle réagit, elle s'adapte, elle développe ses propres stratégies, souvent plus rapidement que nous ne l'imaginons. Pendant que nous planifions, analysons et agissons, d'autres processus évoluent en parallèle, indépendamment de nos décisions. La prochaine fois que tu fais face à un problème complexe, qu'il soit lié à la nature ou à autre chose, repense à cette histoire, pas comme une réponse simple, mais comme une invitation à réfléchir autrement. Peut-être qu'une partie de la solution ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau, mais à reconnaître enfin ce qui est déjà là. Tu es arrivé jusqu'ici, et à ce stade, quelque chose devient clair. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une histoire sur des animaux ou un problème agricole. C'est un exemple précis de la manière dont notre compréhension du monde peut être faussée lorsque nous regardons uniquement ce qui est visible, immédiat ou contrôlable. Pendant longtemps, le récit semblait simple. Un problème apparaît, dans ce cas, les porcs sauvages. Et la solution consiste à intervenir directement, de plus en plus intensément. Plus de moyens, plus de pression, plus de contrôle. C'est une logique qui semble évidente, presque intuitive. Mais ce que montre cette histoire, c'est que cette logique a des limites, parce qu'elle part d'une hypothèse implicite, que le système en face de nous est passif, qu'il attend simplement notre intervention pour changer. Or, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, ces systèmes, qu'ils soient écologiques, sociaux ou même économiques, sont dynamiques. Ils réagissent, ils s'adaptent et parfois, ils développent des réponses que nous n'avions pas anticipées. Dans le cas du Texas, pendant que l'attention se concentrait sur les méthodes de contrôle, un autre acteur évoluait en parallèle, le coyote. Pas comme un héros soudain, ni comme une solution miracle, mais comme une pièce du puzzle qui avait toujours été là, simplement mal comprise. Ce qui rend cette découverte si fascinante, ce n'est pas seulement le fait que les coyotes s'attaquent aux marcassins, c'est la manière dont ce comportement s'inscrit dans une logique plus large, une logique d'équilibre. Les coyotes ne cherchent pas à éradiquer les porcs sauvages, ils ne contrôlent pas la population de manière absolue, mais ils exercent une pression ciblée, constante et surtout durable. Une pression qui agit précisément là où les interventions humaines sont les plus difficiles à maintenir dans le temps. Et c'est là une différence essentielle. Une opération humaine, aussi efficace soit-elle, est toujours limitée. Elle a un début, une fin, un coût. Elle dépend de ressources, de décisions, de conditions. Mais un processus naturel, lui, continue. Il ne s'arrête pas. Il ne dépend pas d'un budget ou d'un calendrier. C'est ce contraste qui a commencé à changer la manière dont certains chercheurs et gestionnaires envisagent le problème. Non pas en opposant l'action humaine à la nature, mais en cherchant à comprendre comment les deux peuvent interagir. Dans certains cas, cela signifie réduire certaines interventions. Dans d'autres, cela implique de les adapter. Par exemple, éviter de perturber inutilement des zones où les coyotes sont actifs. Ou encore repenser certaines politiques qui, sans le vouloir, affaiblissent des équilibres déjà en place. Mais ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande du temps, des données et surtout une remise en question. Car il est toujours plus difficile d'accepter que l'on ait pu se tromper ou que l'on ait ignoré quelque chose d'essentiel, que de continuer sur la même voie. Et pourtant, c'est souvent à ce moment précis que les choses évoluent vraiment. Si tu prends un instant pour y réfléchir, ce schéma dépasse largement le cas des porcs sauvages. On le retrouve dans de nombreux domaines, dans la gestion des ressources, dans la santé, dans la technologie, partout où des systèmes complexes sont impliqués. On cherche à simplifier, à isoler une cause, à appliquer une solution directe. Mais le réel résiste à cette simplification, parce qu'il est fait d'interactions, de rétroactions, de dynamiques que l'on ne voit pas toujours immédiatement. Et c'est précisément pour cela que des moments comme celui capturé dans le comté de Blanco sont si précieux, parce qu'ils rendent visible l'invisible. Ils offrent un aperçu d'un mécanisme qui existait déjà, mais qui n'avait jamais été pleinement reconnu. Ce n'était qu'une séquence de quelques secondes, une nuit ordinaire.
une caméra qui enregistre silencieusement. Et pourtant, dans ce court instant, il y avait une information capable de remettre en question des années de pratique. C'est peut-être ça, au fond, le véritable cœur de cette histoire. Pas les sangliers, pas les coyotes, mais la manière dont une simple observation peut déclencher un changement de perspective. Parce que comprendre, ce n'est pas seulement accumuler des données, c'est être capable de voir autrement, de relier des éléments qui, jusque-là, semblaient sans lien, de reconnaître qu'une réponse peut exister là où l'on n'avait jamais pensé regarder. Alors la prochaine fois que tu entends parler d'un problème ingérable ou hors de contrôle, souviens-toi de ça. Peut-être que la situation n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Peut-être qu'une partie de la solution est déjà en place, silencieuse, discrète, mais réelle. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment résoudre ce problème, mais qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? C'est ce type de question qui change tout. Et c'est exactement pour ça que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées.